Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans Top Sécu, le rendez-vous de News Sécurité, vous le savez, pour découvrir tous les grands enjeux et l'actualité du monde de la sécurité et de la sûreté. Vu évidemment par ces acteurs, nous avons l'honneur d'en recevoir deux ce matin, en la personne d'Alexandre Casagrande. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et le PDG d'Onyx. Vous allez nous parler de cette société jeune spécialisée dans l'analyse des documents d'identité. D'identité, et c'est important ces jours-ci, nous allons le voir. Et puis Christophe Bonamy, qu'on connaît bien sur ce plateau, vous êtes le cofondateur et le directeur associé de Sentinelle, une entreprise de sûreté, mais vous demandez de préciser. Exactement. C'est bien ça. Merci, bonjour à vous. Bonjour. Donc on va commencer avec Alexandre Casagrande. Donc vous êtes un peu le action man du plateau ce matin. Vous êtes un ancien militaire, un jour, militaire toujours. Vous êtes officier de réserve et vous avez travaillé dans les forces spéciales pendant 12 ans quand même, il faut le signaler. On n'a pas tous fait ça ici sur ce plateau. Et vous avez aussi travaillé pour la sécurité de deux emblèmes de la France, on peut le dire. Tout d'abord, la grande maison de couture Chanel. J'imagine que les enjeux de sécurité chez Chanel sont notables. Et puis surtout, et c'est ça qui me fait plaisir ce matin, vous avez défendu la grande dame de fer, la Tour Eiffel. Vous y avez travaillé pendant 4 ans, c'est bien ça? C'est ça, 5 ans presque, oui. Et en quoi ça consiste de travailler pour la sécurité de la Tour Eiffel? On imagine que c'est très visité, la Tour Eiffel. C'est très visité et surtout, en fait, c'est une petite ville. Donc, c'est plus ou moins 800 à 1000 personnes qui travaillent. Verticale. Exactement, qui travaillent sur place sur le monument et c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Voilà. Sauf donc, pendant la Covid. Sauf pendant le Covid et sauf pendant les feux d'artifice. Donc on a une journée de 24 heures où on est off. Voilà. Très bien. En chiffres, en termes de chiffres, ça représente quoi la Tour Eiffel? C'est en période haute, c'est plus de 30 000 visiteurs par jour. C'est 45 000 personnes qui passent au service de sécurité et c'est plusieurs millions de visiteurs effectivement. Vous étiez là donc quand a été mis en place le mur de protection. Exactement. Alors racontez-nous d'où vient cette idée de... Alors, c'est après les attentats de 2015 où la question s'est quand même posée à se dire qu'il y avait quand même une sécurité à apporter. La problématique, c'est qu'en fait, on ne sécurisait à l'époque que les piliers. Et il a été décidé par la direction précédente donc de mettre en place ces murs de verre qui permettaient de protéger le monument. Et c'est vrai que ça a apporté énormément de sûreté au niveau du monument. Ah oui, il y a eu un avant, un après. Sur les vols à la tire, les vols à la sauvette, la sécurité des employés, tout simplement. C'était vraiment important. On peut reprocher en fait au dispositif que parfois quand il y a un temps un petit peu humide, c'est complètement opaque, on ne voit plus du tout à travers. C'est extrêmement rare et c'est le matin de bonheur. Sinon, c'est quand même assez transparent et c'est quand même bien fait, je trouve. Donc vous avez quitté ce job un peu particulier quand même pour monter donc la société Onyx. Dans la sécurité des documents d'identité. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là? Alors ça a été un constat qui a été fait, je reprenais mes études, en fait j'ai passé un Master 2 d'intelligence économique, sécurité des entreprises à l'école militaire, et en fait quand je suis arrivé à l'école militaire... En face de la Tour Eiffel. En face de la Tour Eiffel, je me suis rendu compte qu'on nous demandait en fait nos documents d'identité, ils étaient scannés et contrôlés, et à l'époque c'était par une boîte américaine. Donc faisant de l'intelligence économique, je me suis quand même posé la question, comment ça se fait? Est-ce qu'il y avait des boîtes françaises? En fait on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de boîtes françaises. Beaucoup étaient des boîtes françaises qui utilisaient des logiciels étrangers. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire, et on s'est lancé dans ce secteur-là. On a créé la société en fin de 2018. Ça a été d'abord des années de préparation, parce que c'est de l'algorithme. Derrière, nous, on ne fait pas de hard, on construit du soft, donc de l'algorithmique. Et l'intérêt, c'était d'apporter de l'intelligence artificielle dans cette analyse et dans cette détection. Et en fait, l'intérêt, c'était de pouvoir faire ça pour des néophytes de la fraude documentaire. Donc des agents de sécurité, des hôtesses d'accueil, ceux qui récupèrent les pièces d'identité et qui font en fait cette analyse documentaire. Très bien. Voilà. Et donc vous êtes content du développement? J'imagine que vous grappillez un marché américain finalement. Américain, exactement. Et puis étranger, beaucoup biélorusses et ukrainiens. C'était très fort là-dedans. Et il y avait vraiment un besoin de souveraineté nationale. Il y avait vraiment les Biélorusses et les Ukrainiens ensemble. Oui, en fait, eux faisaient de l'algorithme dans ce domaine-là. Et l'intérêt aujourd'hui, c'était d'avoir une protection du territoire et surtout une souveraineté nationale parce qu'on traite de la data et cette data, où elle va? Et c'était la question que je m'étais posée à l'école militaire. On scannait des
documents, donc ça veut dire qu'en temps réel, on savait où étaient les grands dirigeants français. Donc ce qui n'était pas tout à fait normal. Parce qu'il y a savoir récolter la data, et puis après savoir l'exploiter. C'est un petit peu tout le sujet. Alors nous, on fait de l'analyse du document d'identité. On ne fait pas de la vérification d'identité d'une personne. On n'est pas OPJ. Il n'y a qu'un OPJ qui peut faire ça. Nous, on fait vraiment du rapprochement documentaire, ce qu'on appelle, c'est du contrôle du document physique qu'on a face à nous. Voilà. Et en cas de problématique, là, à ce moment-là, on peut appeler les forces de l'ordre. Très bien. On y reviendra évidemment. Christophe Bonamy, vous avez écouté religieusement, c'est bien, vous êtes un bon élève. Pour une fois qu'il y a une belle société française. Mais oui, c'est ça, qui grappille aux Américains, c'est pas tous les jours quand même. Ça me va bien. Du marché. Très bien. Donc vous avez aussi un palmarès qui est assez impressionnant. Mais vous avez créé la société Sentinelle. Voilà, on a créé la société Sentinelle en 2004 afin de répondre auprès des clients français et étrangers sur les problématiques, de protection physique de personnes, sur l'assistance à l'international, conseil, formation, et on vient de créer une nouvelle structure qui s'appelle Sentinelle Ingénierie et Conseil pour répondre à des demandes plus spécifiques et alliant l'humain et la technologie. Et donc pareil dans l'univers de l'intelligence économique. Dans l'univers de l'accompagnement des groupes français sur leurs problématiques, d'intelligence économique en quelque sorte. Quelques exemples par exemple, pour que ça parle à tout le monde. Voilà, ça peut être sécuriser une délégation d'un grand groupe à l'étranger de façon à ce qu'il ne rencontre pas de problèmes de concurrence sur des réunions sensibles, sur des déplacements sensibles. C'est la mise en place d'un programme spécifique pour essayer de les aider dans ces démarches. Donc la protection physique ? Physique, mais aussi avec des moyens matériels. Ça peut être par exemple tout ce qu'on appelle opération de sécurité électronique, c'est-à-dire recherche éventuellement d'écoute passive de concurrence. D'accord, voilà. Très bien. Concrètement, comment ça se passe, les écoutes passives de concurrence ? Concrètement, il y a des personnels spécifiques et spécialisés, formés, souvent issus des services de l'État, pour pouvoir rechercher justement ces modes de détection et de micro. Très bien. Et donc, la société Sentinelle, donc elle est un peu plus ancienne que la vôtre. Aujourd'hui, elle est à quelle taille cette société? Elle a quel visage? Elle reste à taille humaine parce qu'on souhaite rester à taille humaine, souple. On fait moi, je me considère comme faisant partie des petites structures, petites et moyennes structures, mais on reste souple et agile et on essaye de répondre au mieux auprès de nos clients et de faire du sur-mesure et d'être aussi nous, mêmes dirigeants, sur le terrain auprès de nos clients. On sent que vous êtes quelqu'un d'humain et qui aime le contact physique. Et comment ça se passe pour le recrutement, par exemple? Alors, effectivement, on est force de reconversion de tous les anciens qui sortent des unités spécialisées. Je me souviens, chers collègues, alors que ce soit issus de la défense, de la gendarmerie, et des forces de l'intérieur. Donc, c'est vrai que sur nos métiers experts, on a de la ressource. On a de la ressource. Il y a beaucoup de gens qui sortent pour tout ce qui est ministère de la Défense, ils sortent un peu jeunes parfois. Donc, ils peuvent avoir une deuxième vie chez nous sur la reconversion. Très bien. Une question subsidiaire, est-ce que le métier se féminise un petit peu? Un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire. Alors c'est vrai qu'encore une fois, sur l'expertise, alors que ce soit sur la protection physique de personnes ou d'autres métiers un peu plus spécifiques, ça y vient un petit peu, mais oui, ça manque encore. Ouais, ça manque encore. Oui, c'est sûr, ça manque encore. Il y a quand même quelques candidates. Ah oui, on en fait travailler quelques-unes. Et alors, comment vous faites pour former vos personnels? Alors, pour la partie protection physique de personnes, vous savez qu'elles doivent passer par un stage pour pouvoir récupérer la carte, qui est délivrée par le CNAPS sur la protection physique de personnes. D'accord. Donc, quel que soit l'antériorité, ils sont toujours obligés de passer par ce stage. Et puis après, on les forme avec nous sur nos missions, sur notre façon de voir les choses. D'accord. Alexandre, pour la formation, comment ça se passe? À l'utilisation du produit? J'imagine que c'est plus technique. Alors, bien non. Nous, en fait, je vais vous expliquer, le projet, nous, c'était pas de créer une usine à gaz, comme on dit avec nos termes. C'était de vraiment... Aujourd'hui, en fait, les produits qui avaient été créés étaient faits par des développeurs informatiques
pour des spécialistes. Et donc, en fait, il y a des formations qui peuvent durer jusqu'à 5 jours. D'accord. Okay. Nous, l'intérêt, c'était justement de le faire utiliser par des agents de sécurité ou des hôtes ou des hôtesses d'accueil. Et donc, c'est des néophytes de la fraude. Et l'intérêt pour eux, on connaît le turnover qu'il y a dans cette profession. Et l'intérêt, c'était vraiment de pouvoir soit s'auto-former, soit avoir un minimum de formation. Moi, aujourd'hui, mon système, il est extrêmement performant. En 15 minutes, je vous explique comment ça marche. Au bout de 15 minutes, vous savez le faire marcher. Ah oui, voilà. d'accord. C'est ça le plus du produit. Et vous arrivez à convaincre aujourd'hui les sociétés Tout à fait. d'adopter votre système plutôt que celui avec lequel ils avaient l'habitude de travailler? En fait, on a commencé par les forces de l'ordre. L'État, en fait, en règle générale, on a commencé par, ça a été nos premiers clients. Bon, l'État ne sont pas forcément des bons payeurs, c'est toujours long pour se faire payer. Donc, on est aussi arrivé sur les sociétés françaises. Et là, c'est de l'évangélisation. C'est difficile d'envoyer une mise en demeure à l'État. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais l'intérêt, c'était aussi d'arriver vers montrer aux sociétés qu'ils en avaient le besoin. Parce qu'aujourd'hui, faut savoir que vous embauchez quelqu'un ou vous faites travailler quelqu'un, même par intérim, qui a des faux documents. Derrière, c'est du pénal. C'est de 25 000 à 75 000 euros d'amende et c'est de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour le dirigeant, même s'il embauche des intérims. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir contrôler tous ces personnels-là. La plupart de la fraude aujourd'hui en France est sociale, mais il y a aussi de l'espionnage industriel. Et on le sait très bien, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de contrôle pour des entreprises, pour les vérifier s'il n'y a pas des micros en place, si on ne vient pas récupérer de l'information sur nous. Et c'est très bien de faire ça, mais il y a aussi le contrôle documentaire en s'assurant que la personne qui est en face de vous est la bonne. Très bien. Vous avez de la concurrence ou alors vous êtes le premier ? Non, on a de la concurrence, mais c'est pas le même type on n'a pas les mêmes programmes derrière. Nous, on a essayé de pousser la chose, d'arriver vraiment sur la partie intelligence artificielle et d'arriver un peu plus loin. Je pense qu'on est quand même pas mauvais dans notre domaine. Vous vous souvenez d'Umberto Eco, l'écrivain italien? Oui. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'entends intelligence artificielle, je pense à lui. Il disait soit on est intelligent, soit on est artificiel. On peut pas être les deux. C'est ça. Donc, mais effectivement, l'analyse, le traitement des données aujourd'hui se fait exclusivement comme ça. Enfin, c'est ça. Mais ça crée de nouveaux métiers aussi. Exactement. Mais vous voyez, sur une carte d'identité française, je vous donne un exemple, c'est 60 points de contrôle. Vous voyez, l'œil humain est capable d'en détecter 4, 5, 6, et encore qu'on commence à être formé. Il y a vraiment des gens dans ce domaine-là qui sont des spécialistes de la fraude documentaire, on va dire au niveau gendarmerie ou police, mais ensuite, la pyramide descend d'un coup. Et au final, aujourd'hui, je vous montre une carte d'identité, vous la voyez tous les jours, vous saurez à peu près si elle correspond à une vraie ou une fausse. Je vous donne un passeport, je sais pas moi, biélorusse par exemple, vous ne saurez pas faire la différence. Ah oui, voilà. Vraiment. Ah vraiment. Ouais, c'est faux. Et même portugais, espagnol, on voit que sur la zone européenne, il y a énormément de fraude là, sur les faux documents, et c'est ce qu'aujourd'hui on trouve le plus. Très bien. Et on voit aussi des choses qui viennent de Chine qui peuvent être impressionnantes. Vous savez, la reconnaissance faciale, etc. C'est des sujets qui vous intéressent, vous ? Ça nous intéresse, mais ce n'est pas nos sujets premiers. Non. Mais effectivement, les Chinois c'est qu'ils sont très précurseurs dans ce domaine. Parce que ça pose quand même un problème aussi de liberté. C'est pour ça qu'en France, on est limité là-dessus. Il faut quand même faire attention, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine, vous êtes noté, suivant si vous achetez des couches ou de l'alcool, c'est quand même affolant. Et il ne faudrait pas qu'on arrive ici en France. Mais à la fois, il y a des possibilités, je pense, et tout doucement qu'on y arrivera. On a un besoin de sécurité. On sait ce qui s'est passé en 2015 sur des années un peu compliquées chez nous, et il ne faudrait pas qu'on revienne à ça. Donc il faudrait quand même arriver à se protéger et utiliser aujourd'hui les technologies qui existent, tout en protégeant ça pour protéger Je pense que la Chine, c'est l'exemple un peu extrême. Mais oui. Ce qu'on peut trouver pour ça que sur celui-là. Voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. Il n'y a aucune restriction en termes de liberté. C'est un terrain de jeu pour eux. Enfin, ils essayent tout ce qui est possible et inimaginable. On a bien vu. Il ne faut pas qu'on tombe là-dedans, mais effectivement, ça nous ouvre aussi peut-être un champ du possible. Un peu plus. Les gens obéissent comme un seul homme alors qu'ils sont un milliard. Quoi. On a bien vu ça pendant le confinement, qui a commencé en Chine finalement, où une ville entière de 18 millions de personnes, je crois, du jour au lendemain se confinait. Quoi. En France, c'est un peu difficile à imaginer ça. On a quand même vécu des moments difficiles aussi. Réussi à nous confiner. On a réussi, ça a pris un petit peu plus de temps, mais c'était fou. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai été assez fasciné d'ailleurs par la discipline des Français. On dit toujours que les Français sont des mauvais élèves en termes de discipline, etc. Là, pour le coup, il y a eu une vraie écoute et peut-être une solidarité nationale aussi.
Oui, puis il faut toujours se faire aussi à ces nouvelles choses. Moi, je me rappelle à la Tour Eiffel, quand on voyait des personnes asiatiques arriver avec un masque, ça nous surprenait. Et on ne portait pas des masques même quand on était malade, c'est vrai. Et maintenant, c'est devenu un peu monnaie courante, donc on s'habitue à tout. Et peut-être que la reconnaissance faciale, on s'y habituera aussi. D'ailleurs, les touristes chinois reviennent-ils un peu en France? Parce que pendant un an, ils étaient totalement absents. Hein. Il n'y avait pas que les Chinois, il y avait effectivement tous les touristes, américains, étrangers, ils ne venaient plus. Et là, maintenant, on voit quand même un retour des personnes étrangères, effectivement. Alors, on en voit moins, ça c'est sûr, mais on n'est pas encore à l'âge d'or pré-Covid, mais ça va revenir. On n'a pas retrouvé les chiffres du tourisme de l'avant-Covid. Pas encore. Bon. Et est-ce que vous avez un moyen de mesurer l'efficacité de votre système? Bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le panel de clients qu'on a, qui commence à être assez large, qui va de casinos de jeux, sociétés de ménage, régiments militaires ou autres, on a des détections de faux tous les jours. Tous les jours. Donc forcément, il y a un pourcentage qui est assez fort. Et ça dépend aussi dans quel secteur on se trouve. Si on est à Clermont-Ferrand ou à Paris, ça ne sera pas la même chose. Et puis dans le secteur de travail aussi. Exactement, tous les petits emplois. Parce que j'imagine la technique évolue du côté de la sécurité, mais elle évolue aussi du côté des fraudeurs. Oui. Et des faussaires. Les faussaires ont beaucoup évolué, notamment pendant le confinement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du temps. Donc, ils l'ont alloué un peu au travail. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, ils ont énormément évolué sur les techniques. Et c'est un jeu. C'est pour ça qu'on nous demande souvent, la question c'est, est-ce que vous détectez 100% des faux? Non, ça sera un mensonge. De toute façon, ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs. On est capable de détecter un fort pourcentage. Ils évoluent, on évolue. Voilà, c'est un jeu du chat et de la souris. Vous, l'aspect technologique, c'est finalement, ça ne vous concerne pas? Alors, on l'a à travers justement ces problématiques de recherche de systèmes d'écoute. On travaille avec du matériel qui est assez en pointe, donc ça on surveille beaucoup et on travaille beaucoup là-dessus. Et puis après, sur nos missions propres, on va s'associer à des cabinets spécialisés sur la cyber, c'est moins technologique, mais sur la partie cyber pour faire tout un environnement du dossier d'objectifs et de la protection des gens qui sont menacés. Et j'imagine qu'il y a énormément de concurrence dans votre secteur en particulier. Il y a un petit peu de concurrence. Comment vous différenciez-vous? Comment vous vous illustrez Je reviens peut-être à notre taille, le fait qu'on soit souple et agile et qu'on essaye de faire vraiment du sur-mesure avec nos clients et d'être sur le terrain avec eux. Je pense que c'est ça la valeur. Du sur-mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites des entretiens au départ pour savoir exactement leurs besoins? C'est un travail vraiment de collaboration avec le client, de confiance et de collaboration. On monte ensemble avec lui sur l'agenda aussi? Exactement. On monte ensemble le dispositif adéquat et on les accompagne après sur le terrain. L'avantage, c'est que ce soit en France ou à l'international, tous les pays dans lesquels on travaille, c'est des pays dans lesquels nous on a été travaillé ou moi j'ai été travaillé. Donc je sais de quoi je parle quand je dis attention, tel pays, tel endroit, telle zone, faut faire ça, enfin je préconise. Après le client décide, mais je connais. Alors est-ce que le client accepte que vous ayez une forme d'autorité quand même sur l'agenda en vertu de problématiques sécuritaires? Vous savez, on voit toujours le président américain par exemple, on se dit c'est l'homme le plus puissant du monde, mais quand les Secret Services lui disent stop, il ne va pas. On est en France là. Stop. Non, on est en France. Non, on respecte quand même Est-ce que ça compte quand même les problématiques sécuritaires de plus en plus ou finalement c'est accessoire? Ça compte en cas de crise. En cas de crise, le problème en France, c'est qu'on n'est pas dans l'anticipation. On réagit toujours qu'à travers des crises. On avance toujours qu'à travers des crises. Contrairement aux anglo-saxons qui eux anticipent avant. Sur un projet, ils vont d'abord penser sécurité avant de penser au reste. Et nous, c'est un petit peu l'inverse. Donc reconnaissance de l'itinéraire, etc. Tout le schéma organisationnel d'une mission. Mais voilà, on n'a pas la main sur l'agenda. Oui, d'accord. Okay. Très bien. Mais ils vous écoutent quand même. C'est pour ça qu'ils vous recrutent. Heureusement. Pour leur sécurité, c'est quand même mieux. Vous avez rencontré des vraies problématiques sécuritaires? Dans certains pays, oui. On en a rencontré. Lesquels? Des risques liés aux personnes qu'on protégeait. Je ne veux pas les décrire parce que ça reste confidentiel, mais on a été confrontés quelquefois
que ce soit en Angola ou en Irak ou même au Pakistan. Quelques petits. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce sont des terrains minés, de toute façon, on les connaît. Hein, compliqués. Les problématiques. Voilà. Est-ce que vous travaillez d'ailleurs parfois avec les services pour justement essayer d'anticiper? Oui, bien sûr. Oui, on a une collaboration avec les services, ne serait-ce qu'en termes de renseignement, en termes d'information, de les informer qu'on est sur le territoire. Alors, on prend attache avec l'ASI, l'ambassade ou l'attaché de défense pour dire, voilà, on accompagne tel ou tel client. Donc, oui, tout à fait. Donc les renseignements se divulguent. Il y a des échanges d'informations. D'accord. On ne rentre pas dans l'échange de renseignements, mais on va dire sur de l'information. Et inversement, est-ce que les renseignements généraux peuvent faire appel à vous pour obtenir des informations, vous qui êtes parfois sur des terrains où eux ne sont pas? Non, je n'ai pas encore eu affaire à ce genre de questions. Que le téléphone. Très bien. Et vous, pareil, des relations avec les renseignements généraux? Il y en a eu forcément, hein, parce que moi déjà je suis un ancien des services, donc forcément il y a. Après la collaboration, je pense qu'elle est importante, c'est ce qu'on avait. Ça se faisait peu avant, je trouve qu'il y avait souvent une peur en fait de se dire tiens on va aller voir des sociétés privées pour discuter avec eux, avoir un peu de l'information. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui se fait partout à l'étranger. Nous on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils font. Par contre on est là et des fois on a des connaissances terrain qu'ils ne vont pas avoir. Donc, mais il faut que ça soit en bonne intelligence. Voilà. On n'est pas là pour faire du renseignement pour eux et ils ne sont pas là pour nous donner de l'information stratégique, on va dire. Très bien. Bon, merci à tous les deux. C'est déjà la fin de notre entretien. Merci de nous avoir dévoilé quelques mystères, finalement, de vos activités respectives qui ont, on l'a vu, beaucoup de points communs quand même. Juste une petite dernière question comme ça. Comment vous envisagez votre société Onyx dès l'année prochaine? Alors dès l'année prochaine, nous déjà on est sur des grosses levées de fonds en ce moment. On est en train de lever des fonds pour accélérer encore plus fort. Le développement donc technologique. Le développement technologique, commercial et ainsi de suite. Très bien. Et ça va vraiment nous permettre de passer à une autre échelle. Et surtout d'arriver aujourd'hui, on s'est sectorisé sur la partie française et on veut partir à l'international maintenant. Et notamment avec des sociétés comme Sentinel. Parce qu'on a développé nous des produits qui nous permettent d'être transportables et c'est typiquement des produits qu'ils peuvent utiliser pour leurs besoins à l'international. On va se voir en coulisses, on va signer des contrats. Et vous, j'imagine que c'est un peu plus facile pour vous de répondre à la question parce qu'elle est plus ancienne, la société. Oui, mais voilà, il y a toujours des parts de marché à essayer d'avoir. Il faut toujours être innovant, il faut toujours être force de proposition. Mais bon, l'avenir avec les grands enjeux qu'il y a demain, je suis assez confiant quand même. Parfait. Merci à tous les deux. Merci Christophe Bellamy et merci Alexandre Casagrande. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous dédié aux grands enjeux de la sécurité. Vous le savez, c'est Top Sécu, l'émission d'A-News Sécurité. À très bientôt et bonne journée.